Je m'appelle Ah, Jennifer, je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque à Montréal et je suis responsable de l'AHUT, notre laboratoire de création. Depuis le début du confinement, on fait des petits ateliers à tous les jours à 14h30. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très, très spécial et je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je vois le nombre de participants monter constamment. On a dépassé le 200. On a Jack Goldstein avec nous aujourd'hui, illustrateur, BDiste, écrivain. Vous le connaissez peut-être pour ses dessins dans les débrouillards ou ses albums comme L'Arbre à gants, Les Étoiles et plusieurs autres. Monsieur Goldstein, vous avez peut-être pas vu tantôt, mais on a vraiment du monde de partout. oui, je vous entendais, mais vous m'entendiez pas. Et j'entendais Rawdon, j'entendais Bruxelles, j'entendais Pékin, j'entendais Tokyo et tout ça. Et moi, je Oui, ne pouvais pas non, c'est réagir. ça, c'est vraiment super. Tant Donc, mieux. vous n'êtes pas venu pour m'écouter aujourd'hui, donc je vais mettre Monsieur Goldstein en vedette. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou dans le question-réponse. Je vais suivre ça, puis soit on va faire une petite interruption pour le demander, ou on va faire, si ça peut attendre à la fin, on va attendre à la fin pour une période de questions. Oui. Bon, alors bonjour tout le monde. Alors Jennifer, n'hésite pas à interrompre si tu as une observation intéressante ou si tu as une question sur ce que je suis en train de décrire. Donc, bonjour et bienvenue, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Je remercie les gens de la Grande Bibliothèque, je remercie Jennifer. Vraiment, c'est un privilège d'être là avec vous. Et puis, par la magie des ondes, et puis je peux rentrer chez eux, dans votre maison. Donc, oui, c'est ça. Je suis Jacques Goldstein et j'ai eu beaucoup de difficultés à me brancher avec l'ordinateur. Donc, je suis plus habile avec des crayons, avec des pinceaux qu'avec un clavier d'ordinateur. Je vais vous parler un peu donc de mon travail, comment je suis devenu illustrateur, auteur, et puis la façon dont je travaille. Mon premier métier, ça n'a pas été d'être auteur ou illustrateur, j'ai été géologue. Alors, géologue, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'intéresse aux roches, aux fossiles, aux volcans, aux minéraux. Et j'en ai d'ailleurs apporté quelques-uns ici. Ça, c'est une roche que j'ai ramenée d'Espagne. Alors, ça s'appelle un conglomérat. Ici, qu'est-ce que j'ai? Celui-là est un peu spécial. Qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, ça a l'air gros comme roche, ça. C'est un pavé que j'ai ramassé à Paris. Alors, je ne ramasse pas des beaux cristaux, des belles roches qu'on peut mettre sur une tablette digne d'un musée. J'aime bien les roches qui sont vraiment, qui correspondent à un environnement. J'ai aussi, celui-là, je l'aime bien, ça c'est un pavé qui vient de Rome. Alors je fais attention, je ne vais pas les ramasser dans la rue, j'attends que les gens soient en train de faire de la construction, des choses comme ça, puis quand il y en a des tas, je peux en ramasser. Donc c'est resté, je suis resté quand même géologue, je continue à ramasser des cailloux aux grandes dames de ma femme, parce que ça c'est pesant, puis il faut mettre ça dans les valises, qu'on rien avec. Et donc, j'ai été géologue et un ami à moi m'a demandé si ça m'intéressait d'illustrer un livre. Et ce livre-là, ça s'appelait Le Petit Débrouillard. Parce qu'il faut savoir que j'étais géologue et quand j'étudiais, je dessinais pour des journaux scolaires, des journaux à l'université, à l'école polytechnique, par exemple. Et donc, il m'avait vu à l'œuvre, il s'était souvenu de moi, il m'a dit, Jean, que toi qui est bon en dessin, on a un livre à illustrer et on voudrait que tu crées des personnages. Et c'est ce qui a donné le premier livre que j'ai fait dans ma vie qui s'appelle Le Petit Débrouillard. Et c'est un livre qui a maintenant presque 40 ans. Et donc, c'est là que j'ai créé les personnages des débrouillards. Et donc, c'était des dessins en noir et blanc, comme on voit ici. Et c'était donc 66 expériences qui étaient faites. C'est là que j'ai créé mes personnages, Kim, Robert, Mathieu, Simon, Caroline. Et il y a d'autres personnages comme Van et Nadia qui se sont greffés. Et ce livre-là, c'était censé être un livre et c'était terminé. Sauf que l'expérience a été tellement formidable que Félix Maltais, l'éditeur, a dit, on va poursuivre, on va faire un magazine. On a pensé qu'il était un peu fou et ça a donné le magazine des débrouillards. Et le magazine des débrouillards, c'est ce magazine-ci, ici, que vous connaissez tous, voilà,
avec Beppo, qui est la mascotte. Et dans ce magazine, donc, je dessine Beppo, les personnages, je fais des bandes dessinées de Van l'Inventeur et des personnages des débrouillards. Et ça paraît donc tous les mois. Il y a d'autres collaborateurs, d'autres dessinateurs qui travaillent aussi pour le magazine, mais je suis celui qui est là depuis les tout débuts. Et donc, j'ai commencé ma carrière comme ceci, et après, j'ai dessiné pour toutes sortes de magazines, comme Québec Science, par exemple, pour Quatre Temps, pour un autre magazine que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Les Explorateurs. Les débrouillards, c'est pour 9 à 14 ans. Les Explorateurs, c'est pour 6 à 9 ans. Et dans ce magazine des Explorateurs, il y a une bande dessinée qui s'appelle Hugo et Marjo. Et donc, j'ai créé ces personnages, ainsi que Boulot, le petit castor qui est mascotte. Donc, je gagne ma vie en faisant ces dessins-là. Et donc, j'ai commencé ma carrière en faisant de la vulgarisation scientifique. Qu'est-ce que c'est la vulgarisation scientifique? C'est expliquer des phénomènes qui ont un rapport avec la science pour que la plupart des gens puissent les comprendre. Donc, j'avais un avantage, le fait d'avoir étudié en sciences, d'avoir étudié la biologie, la chimie, la physique. J'étais capable, en faisant mes dessins, puis en mettant un petit peu d'humour, à rester dans le vrai, à faire passer le message sans dénaturer l'idée scientifique qu'il y avait derrière tout ça. Et donc, c'est comme ça que je travaille depuis des années. Comment je fais une bande dessinée des débrouillards, par exemple? Alors, j'expliquais qu'il y avait Van l'Inventeur. Et Van l'Inventeur, j'ai sa bande dessinée, c'est du mois d'avril. La voici. Alors, c'est une bande dessinée, voilà. Alors ça, c'est le format réel sur lequel je dessine, vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus grand que le format de la bande dessinée publiée. Le format, c'est à peu près 8,5 par 11 quand c'est publié, mais moi, je travaille dans un format à peu près 11 par 17, donc c'est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre des détails que je ne serais pas capable de mettre si je travaillais en format réel. Et comment je fais pour produire cette bande dessinée? La première des choses, il faut trouver les idées. Alors, voici ma première étape. Je note les idées. Alors, c'est toute une série de phrases, toute une série de petits dessins. Et cette bande dessinée-là, par exemple, elle a rapport avec la dernière invention de Van, qui est une machine pour pouvoir décortiquer le langage des signes. Alors, on connaît le langage des signes, c'est le langage qui est utilisé par les gens qui n'entendent pas. Et donc, Van va inventer une invention pour son ami Robert, qui est amoureux de Charlotte, qui est malentendante. Et donc, j'ai pensé à cette invention qui serait bien pratique, parce que Robert ne connaît pas la langue des signes, il n'a pas beaucoup de temps pour la maîtriser. Donc, Van invente un exosquelette. Et cet exosquelette, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui se greffe au corps et qui permet de faire des mouvements quand on parle. Et pour trouver l'idée, simplement, eh bien, ça m'a pris peut-être 5 ou 6 minutes. Des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Des fois, ça peut prendre 5 ou 10 jours pour trouver l'idée. Mais là, ça a été quand même assez vite. J'avais l'inspiration. Et voici ce que ça a donné quand j'ai réalisé les croquis. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est un dessin qui est brouillon. D'accord? C'est vraiment une esquisse. Alors, on voit ici Robert qui tente de maîtriser la langue, il est désespéré. Et ça, c'est l'invention, parce que dans l'invention de Van, il y a toujours un plan où on voit bien l'exosquelette ici qui se greffe au corps. Et quand Robert parle, eh bien, la machine fait les gestes. Donc, il peut communiquer directement avec Charlotte. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, pourquoi est-ce que je fais un croquis comme ça? Et quand je fais un croquis comme ça, une page comme ça peut me prendre peut-être 1 heure, 2 heures, mettons 2 heures pour réaliser ce croquis-là. Eh bien, pour 2 raisons. La première,
c'est que je peux tester mon idée auprès des gens qui m'entourent, les gens avec qui je travaille au magazine des débrouillards ou les gens de ma famille. Je peux demander à ma conjointe, je peux demander à David, mon garçon, ou à Maxime, ma fille, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Alors, disons que ça m'a évité aussi de passer énormément de temps à faire toute ma bande dessinée au propre. En faisant un croquis comme ça, rapidement, eh bien, je peux la montrer. Et là, on me dit, ah, ici, c'est pas assez coulant, ou alors on comprend pas ton idée, on voit pas où tu veux en venir, ou je rajouterais une case ici. Donc, comme j'ai pas mis beaucoup de temps pour produire cette épreuve-là, eh bien, ça me dérange pas. C'est pas comme si j'avais fait le dessin au propre complètement. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je la fais. Donc, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça me permet de tester mon idée. Si mon idée n'est pas bonne, d'ailleurs, ça peut arriver. Ça m'est arrivé de voir qu'une invention, bon, le déroulement ne se faisait pas, ou le punch n'était pas adéquat. Eh bien, je changeais d'idée, tout simplement. Donc, ça se fait très rapidement pour tester. Puis la deuxième raison, c'est que quand je dessine de cette façon-là, c'est que j'ai beaucoup de spontanéité. Ça va très vite. Et donc, je n'ai pas à me soucier des cases, de si ça va dépasser, si mes personnages sont bien placés, etc. Il y a une très grande spontanéité et je réalise que mes personnages, les expressions sont très belles, sont vraiment vivantes. Alors que si j'ai à dessiner au propre, si je dois faire extrêmement attention, eh bien, il y a moins de vivacité dans mes personnages. Ici, par exemple, si on voit Robert qui est installé sur le banc avec Charlotte, et puis il y a Beppo. Bon, alors, est-ce que je vais le mettre ici? Est-ce que je vais le mettre ici? Donc, je peux tout changer jusqu'au moment où je réalise donc ma bande dessinée finale. Alors ça, on voit la différence. Ça, ce sont les croquis. Hein? C'est vraiment du brouillon. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand je fais mes dessins brouillons comme ça, mes enfants, des fois, me posent la question, disent, mais papa, comment tu fais pour te retrouver dans tous ces traits qui sont ici, à savoir quels traits que tu vas dessiner? Alors, des fois, je change l'expression de Robert, comme ceci, mais dans ma tête, je le vois bien. C'est un peu comme si c'était une espèce de spectre, de fantôme. Et donc, après ça, je réalise le dessin final. On voit ici, là, tout est au propre, tout est bien dessiné. Voilà. Voilà. Et donc ça, ce dessin qui est fait à l'encre peut me prendre une journée ou 2 jours complets pour faire ce dessin-là. Les cases sont très droites. Bien sûr, c'est fait avec une règle. Le lettrage, c'est fait à la main, bien sûr aussi. Et le lettrage, si j'ai un conseil à donner quand vous faites de la bande dessinée, c'est d'avoir une belle écriture où vous pouvez l'imprimer ou demander à un ami qui est capable d'avoir une belle écriture, parce que ça, c'est très important pour ne pas se décourager pour la lecture. Donc, ça me prend une journée complète pour faire ce genre de choses-là. Et quand je dessine, je fais d'abord au crayon. Donc, le crayon, tiens, je peux vous conseiller, je pourrais montrer peut-être mon matériel. Voici le crayon que j'utilise. C'est un crayon, il y a un numéro qu'on peut voir dessus, je pense, c'est écrit 3H. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'habitude, on a des crayons qui sont HB, mais le crayon HB, c'est un très bon crayon, mais sauf que si on passe la main sur le papier, on risque de salir sa main et de salir aussi le papier. Tandis que ça, c'est un crayon 3H qui est très pâle. Plus on augmente dans le H, 3H, 4H, 5H, le crayon va devenir de plus en plus pâle. Et donc, ça, c'est un crayon 3H que j'utilise, qui est un petit gris très pâle. Donc, c'est idéal pour travailler. Et ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour l'ancrage? J'utilise des plumes techniques. Alors, des plumes techniques, avant, je travaillais, il y a longtemps, je travaillais avec un encrier, avec une plume. Vous savez, la plume qu'on va tremper dans l'encre, c'était un peu compliqué, il fallait changer l'encre très souvent. Et puis, si on voyageait, ce n'était pas très pratique parce que souvent, ça pouvait couler dans les bagages. Donc, je me sers de ces plumes techniques. Ces plumes techniques, ce sont des plumes à l'encre indélébiles. Indélébiles, ça veut dire qu'ils ne s'effacent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils vont pas être affectés par l'eau. Donc, je peux mettre de l'aquarelle ou je peux baver sur mon dessin, puis il n'y aura pas de problème. Et ces plumes-là, on voit il y a des petits chiffres, ça c'est un 0,3 et un 0,1. Alors, dépendant du chiffre, on a une finesse. Donc, le 0,3 est plus épais que le 0,1. Donc, quand je veux faire mon petit personnage de Beppo ici, par exemple, eh bien, je prends un 0,1, puis quand je veux faire les traits de Robert, je prends un 0,3. Et voilà. Et donc,
une chose très importante, quand j'efface ma bande dessinée, en général, je ne me trompe pas vraiment. Je n'ai pas à effacer parce que j'ai à redessiner un visage ou quoi que ce soit. Si j'efface, c'est parce que j'ai fait toute la bande dessinée au crayon. Et donc, il faut effacer une fois que j'ai ancré, une fois que j'ai mis l'encre, il faut que j'efface avant de mettre la couleur. Et donc, quand j'efface, j'ai ici, je vous ai apporté mes effacures, mes effacures, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut voir ici, voilà. Oui, alors ce sont des renures d'efface que je collectionne. Pourquoi je les collectionne? Je ne suis pas fou, non. C'est parce que, qu'est-ce qu'on fait quand on efface? Eh bien, on a plein d'effacures sur la table, bien, on prend notre main et puis on jette ça par terre, tout simplement. C'est ce qu'on fait toujours. Mais sauf que quand on est un dessinateur professionnel, on se ramasse avec des kilos d'effaces à un moment donné. Il y en a plein la maison. Le chat met ses pattes là-dedans et puis les roulettes de notre chaise se prennent. Ça fait une espèce de gâteau autour des pattes. C'est terrible. Donc, j'ai pris l'habitude de ramasser. Ça, c'est ma cuvée. En général, c'est à peu près un pot comme ça par année. Là, j'ai le 2019. Ça, c'est le 2015. Ici, j'ai celui de cette année. Là, c'est le 2020 qui est déjà bien entamé. J'ai beaucoup travaillé cette année. Et puis, d'ailleurs, vous voyez, c'est des pots. La taille idéale, c'est les pots de confiture. Ça, c'est de la compote Bonne Maman. D'ailleurs, je suis subventionné par la compagnie Bonne Maman qui m'approvisionne en confiture de fraises et de bonnes choses comme ça. Il y a les pots de moutarde aussi, mais j'aime mieux la confiture. Voilà, c'est ça. Donc, Jacques, oui. On a quelques questions que je vais te poser. Là. Oui. William nous demande si on peut dessiner au pouce-mine. On peut dessiner au pouce-mine. C'est très intéressant comme question. Moi, je ne suis pas à l'aise avec le pouce-mine parce que ça m'énerve quand la mine se casse. Pif! Tu sais, quand on appuie un petit peu trop, clic, ça casse. Et puis, j'aime bien le feeling du bois, du crayon avec... et puis, je peux l'aiguiser comme je veux. Alors, ça me plaît. Le pouce-mine, en général, il y a toujours la même épaisseur de crayon, tandis qu'avec le crayon de bois, on peut l'aiguiser bien pointu. Voilà. Une autre question qu'on avait, il y a plusieurs amis qui nous demandent si tu peux nous montrer comment tu dessines un personnage de débrouillard. Comme ça, oui, ce serait une très bonne chose. Tiens, oui, alors je vais prendre une feuille de papier, je n'avais pas prévu ça, mais je vais prendre un... Oui, attends une seconde, je vais prendre... Un dessinateur qui n'a pas de papier, ça ne marche pas. Bon, en attendant, Ginette, mon assistante, va aller me chercher du papier. Oui, puis on peut continuer en attendant. Oui, on peut continuer. Je vais montrer la page couverture, pas la page couverture, la bande dessinée de Vendre l'inventeur. Comment je mets la couleur là-dessus? Donc, vous avez vu, j'avais mon original qui était celui-ci. Et je mets donc, c'est un dessin qui est différent. Oui, c'est une photocopie. Souvent, je vais faire une photocopie de mon dessin, une photocopie de très, très bonne qualité, et je vais mettre la couleur là-dessus. Et comment je m'en tire? Eh bien, j'utilise beaucoup des stylos feutres, comme ceci. Alors, ce sont des stylos feutres qui ne sont pas à l'alcool. Ce sont des stylos feutres qui sont avec 3 pointes, comme ceci. C'est des stylos feutres qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin d'art. Alors, j'ai ici une grosse pointe. J'ai une petite pointe ici qu'on peut voir. Et j'ai une ultra petite pointe qui est comme ça. Ça se greffe un peu, c'est comme une petite capsule spatiale qui va se greffer. La mini pointe va se greffer sur la grosse pointe comme ça. Et donc, c'est ce qui me permet de colorer sur ma page de bande dessinée comme ceci. Par contre, les fonds, je vais utiliser de l'aquarelle. Parfois, ça va être au stylo feutre, mais souvent, quand ça va être des grandes surfaces, comme ça, c'est la nuit, par exemple, eh bien, je vais utiliser l'aquarelle. Et qu'est-ce que j'ai comme aquarelle? Je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est mon petit kit de voyage, très, très pratique. Voilà. Et donc, c'est pas très compliqué. On peut faire toutes les couleurs avec ça. Et ça va beaucoup plus vite qu'avec un stylo feutre pour faire des grandes surfaces. Je peux travailler aussi avec on a ce modèle-là aussi. Ça, c'est dans mon atelier. Alors ça, c'est avec des petits tubes comme ça.
Et puis ça, je pense que ça peut durer à peu près 100 ans, tellement, tellement on l'use très, très lentement. Donc, on a ici les godets dans lesquels on peut faire les mélanges des couleurs, voilà. Et ça prend un peu de temps avant de maîtriser l'aquarelle, mais disons que ça donne un très beau rendu dans le... Et c'est pour ça que ma page est un petit peu gondolée ici, parce que justement, j'ai travaillé avec de l'aquarelle. Donc, des fois, ça a dépassé ici comme ça. Et je peux rattraper ça avec Photoshop parce que je vais scanner ma page de bande dessinée et je vais retoucher avec la petite efface. Mais c'est à peu près tout ce que je sais faire sur Photoshop, utiliser la petite efface pour effacer comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je travaille à la main. J'ai essayé de me mettre à l'ordinateur, mais je préfère encore travailler à la main, peut-être par habitude. On peut faire des très, très belles choses avec une tablette graphique et avec un ordinateur, avec Photoshop, on peut faire des miracles. Mais moi, je reste encore avec la vieille méthode d'aquarelle, crayon de bois, ce genre de choses-là. C'est intéressant parce qu'aussi, on a un original, on a un dessin original qu'on peut encadrer, qu'on peut garder. Et puis j'aime le feeling du papier. J'aime encore travailler de cette façon-là. Donc, on m'a apporté une feuille de papier. On m'a demandé de dessiner un personnage des débrouillards. Alors, voilà. Alors, la façon dont je vais m'y prendre. Admettons, par exemple, si je veux dessiner... dessinons Beppo, par exemple. Alors, tout le monde voit bien. Alors, je travaille toujours avec mon crayon 03, par exemple. Et ça ne va pas très bien, mais je vais faire un peu plus foncé, comme ceci. Voilà. J'appuie un peu fort pour que tout le monde puisse voir. Et là, ça ressemble vraiment à des barbeaux, on dirait. Hein? Alors, ça me permet de voir un peu la forme de mon personnage. C'est un peu comme si c'était dans un nuage, dans la brume, comme ça. Et après, ben, je peux prendre un stylo. C'est rare que je dessine avec un stylo comme ça, avec un stylo feutre. Mais voyons ce que ça donne. Je commence toujours par les yeux, comme ceci. Les sourcils. En passant, Beppo, donc, c'est une grenouille qui est la mascotte des débrouillards. Et la grenouille, je pense qu'elle doit avoir 37 ans maintenant. Et ce qui est pas mal, parce qu'une grenouille, en général, son espérance de vie pour une rainette verte, c'est à peu près 12 ans. Donc, Beppo a 3 fois, c'est comme si on vivait jusqu'à 300 ans. Et donc Beppo, c'est une grenouille bien pratique, parce que dans le magazine des débrouillards, elle peut dire ce qu'elle veut, contrairement aux autres personnages qui doivent être sages comme des images. Eh bien, Beppo, souvent, elle va s'indigner, elle va dénoncer les injustices, elle va se scandaliser quand on va faire des bêtises avec l'environnement. Eh bien, une chance qu'elle est là, Beppo. Et puis, des fois, ça peut arriver que mon éditeur me dise, ben voyons, Beppo ne peut pas dire un truc pareil. Je dis, ben c'est une grenouille. Ah, ben oui, c'est vrai, dans le fond, c'est une grenouille. Alors, c'est bien pratique d'avoir Beppo comme ça. Et Beppo, ben, de tous les personnages des débrouillards, je pense que c'est celui que je préfère le plus. Et c'est un peu moi. C'est un peu moi, ce personnage-là. Donc là, tu vois, c'est pas évident de dessiner avec une feuille debout comme ça. Et le personnage de Beppo a changé avec le temps. Puis, comme j'expliquais, c'est une grenouille qui a plus que 30 ans. Et donc, au début, si on regardait la patte de Beppo, ben la patte de Beppo, c'était plutôt quelque chose comme ceci. Il avait les pattes palmées, les doigts palmés. Donc, c'était plutôt comme ceci. Et avec le temps, eh bien, ça a disparu. Il est devenu anthropomorphe. Il est transformé un peu. Il est devenu un peu humain. Même chose, il était beaucoup plus rond. Il avait un visage qui était beaucoup plus comme ceci au début. Et tranquillement, il s'est transformé. Et le pire, c'est que je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est que ça s'est fait au cours des années. Et Beppo voici à quoi ressemblait Beppo. Oh là là, il était vraiment beaucoup plus gros, hein, comme ceci. Et donc, il a subi une cure d'amaigrissement et il est devenu la petite grenouille qu'on connaît aujourd'hui comme ça. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est un petit crocodile ou alors un petit extraterrestre. » Je dis « Non, c'est une grenouille! » Voilà. Ça me fait penser à une question qu'on a ici qui demande comment tu fais pour que les dessins se ressemblent d'une case à une autre. Ah, c'est une bonne question.
comment je fais pour que les dessins se ressentent d'une case à une autre. Je dois me rappeler que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, il y a plusieurs années, et que donc il fallait que je dessine, par exemple, ici j'ai mon personnage de Robert qui est dessiné comme ça, et je me souviens de m'être dit, c'est long de faire ça, c'est pas possible, je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible, j'étais découragé. Et finalement, ben, c'est un peu, c'est venu tranquillement et c'est devenu vraiment comme une espèce de seconde nature et c'est comme devenu comme une espèce de réflexe. Et c'est pas un très grand défi, non, pour moi. C'est, ça demande la constance, ça demande, si j'ai un conseil à donner, euh, une des grandes qualités d'un dessinateur, c'est l'observation. Donc, vraiment regarder les choses. Quand on est dans la nature, quand on est dans l'autobus, dans le métro, on regarde. Je passe mon temps à regarder, je scrute beaucoup. Et donc, c'est comme si je dessinais des fois dans ma tête. Et donc, c'est la même chose pour le personnage de Robert. Je comparais ça aussi avec la musique, un peu. On va poser la question, comment, Jacques, tu fais pour dessiner plusieurs fois le même personnage et toujours aussi bien? Eh bien, c'est un peu, on pose la question à un musicien, comment tu fais pour toujours, tu es capable de jouer du Mozart, tu es capable de rejouer cette pièce-là? C'est parce que tu t'es beaucoup pratiqué, tu as joué, tu as pratiqué, et à un moment donné, tu finis par maîtriser la technique, la musique, et c'est la même chose pour le dessin. Dans un certain sens, pour moi, c'est pas de dessiner qui est compliqué, c'est de trouver l'idée. Ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je trouve que le scénario, c'est ce qui est de plus important maintenant dans une bande dessinée. Trouver un très bon scénario. Le dessin, c'est comme la cuisine. Je comparais ça, si je compare avec un cuisinier, c'est quelqu'un qui, par exemple, invente une recette. Waouh, ça m'impressionne beaucoup. Il invente une recette, il va prendre des ingrédients, il va les mélanger et ça va donner quelque chose qui n'existait pas avant. Un plat, un mets magnifique. Le cuisinier, lui, c'est celui qui est capable de suivre la recette. Ça demande du doigté. C'est la même chose avec le dessin. Inventer un scénario, inventer une histoire, c'est un défi. Après ça, si tu es un bon technicien, si tu es un bon dessinateur, tu peux dessiner n'importe quoi. Moi, je me On a, considère pas comme... Oui, on a justement plusieurs questions sur les scénarios. oui. Comment est-ce que tu trouves tes idées? Puis, où est-ce que tu trouves tes informations scientifiques pour... Ah, c'est une bonne question. Vous voyez ça ici, c'est un petit cahier que j'ai avec moi et j'en ai toujours avec moi dans mon sac à dos. Je voyage beaucoup en vélo aussi. Alors, je note des idées, par exemple. Ça, c'est mon atelier, par exemple. On voit ici ma théière, mon chocolat noir. Hey, j'ai pas de chocolat noir. Depuis, j'ai toujours du chocolat noir avec moi. Ginette, chocolat noir, s'il te plaît. Et donc, je note mes idées quand je suis dans le métro, dans l'autobus. Et je pourrais avoir un petit magnétophone, mais je trouve ça plus pratique d'avoir des petits cahiers comme ça. Et donc, parce que j'ai une mémoire d'écureuil, alors je trouve des bonnes idées. Ah, excuse-moi, voilà, chocolat noir, 95%. Et donc, je note mes idées sur un petit cahier comme ça. Et après, eh bien là, je mets ça sur... quand je reviens le soir à la maison, eh bien, je vais élaborer davantage. Une chose que je voulais vous montrer, euh, euh, quand je vais en voyage, par exemple, j'ai toujours un cahier comme ça ici. Alors, c'est un carnet de bord, un carnet de voyage où je vais noter mes souvenirs et je vais croquer. Tiens, c'est bizarre, les masques ici, ça c'est bizarre. C'est un voyage que j'ai fait au Vietnam et j'avais remarqué que là-bas, ça fait quand même 4 ans, et je voyais que les gens portaient des masques de toutes les formes, de toutes les couleurs pour faire de la moto, etc. Et donc, ça m'avait vraiment frappé. Et quelle coïncidence, aujourd'hui, par hasard, je prends ça et je retrouve ce dessin-là. Donc, on parle de pratique, on parle de maîtrise, on parle d'observation. Eh bien, c'est ça, c'est d'avoir des cahiers de voyage, d'avoir des cahiers, pas nécessairement de voyage, ça peut être de la vie quotidienne. On peut dessiner les gens de sa famille, on peut dessiner des gens, des animaux qui nous entourent. Et, et voilà, c'est ça. Donc, je ne peux pas passer une journée sans dessiner non plus. C'est vraiment comme une drogue. Je suis vraiment, vraiment accro à ça. Donc, vous voyez. Il y a Et ça, c'est... plusieurs personnes qui ont demandé justement combien de dessins que tu fais par jour, puis combien de temps que ça te prend pour faire une case.
Pour faire une case de bande dessinée, eh bien, disons que pour faire une page comme ça complète, au propre, ça peut me prendre 2 jours, par exemple. Donc, c'est bizarre, j'entre dans un état d'esprit, je vais écouter de la musique. Quand vient le temps d'écrire un scénario, quand vient le temps de penser à l'idée, bon, il va se passer telle chose, etc. Là-dessus, non, quand je fais ceci ici, là, quand j'écris mes idées, je ne peux pas mettre de musique. Il ne faut pas que je sois dérangé. Je peux être dans un parc. À la limite, je peux être dans un restaurant, mais il ne faut pas que je parle à des gens, il ne faut pas que je sois dérangé dans ma bulle. Alors que quand je dessine ceci, une fois que j'ai déjà mon idée, quand je commence à dessiner, là, je peux parler au téléphone, je peux même... on dirait que c'est 2 régions du cerveau qui sont différentes. Trouver l'idée, là, ça demande beaucoup de concentration. Le découpage qu'on appelle en bande dessinée, hein, on a des cases, hein, on a des bandes, ça c'est une bande, et on a une planche au complet. Et donc, faire le découpage, ça veut dire faire le découpage, c'est-à-dire faire placer chacune des images à la bonne place. Dire ici, tiens, je vais mettre 2 cases superposées, par exemple. Comment je vais faire l'action, par exemple. Ici, on a Robert qui est en train de, de parler en langue des signes. D'ailleurs, le punch, c'était ça le numéro du mois d'avril, je pense. Et à la fin, en fait, je terminais, c'est que Robert, il tombe amoureux de Charlotte, bien entendu, et en même temps, eh bien, les signes sont bien contents parce que c'est une machine pour déchiffrer la langue des signes, mais en même temps, c'est la langue des signes qui sont ici dans l'état. Donc, c'est de trouver le punch aussi. Donc, faire un dessin, dépendant de la complexité, ça peut me prendre quelques minutes. Ça va quand même assez vite. On me demande aussi comment est-ce que tu sais la grandeur de bulle que tu auras besoin pour le texte. Ah, bonne question. La grandeur, la taille des bulles. Quand je viens pour réaliser une case comme celle-ci, la première des choses, j'écris mon texte en premier. C'est la première des choses. Parce que si je fais mon dessin en premier, eh bien, en général, je n'ai pas beaucoup d'espace. On va avoir tendance à mettre beaucoup de... Si je regarde ma case, on dirait que la moitié de la case est occupée par le dessin et l'autre moitié par le texte. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils font leur dessin en premier et après, ils écrivent le texte. Et en général, si tu fais le dessin en premier, tu vas prendre beaucoup plus d'espace. Tu vas peut-être prendre les 3/4 de la case et il va te rester un tout petit espace pour écrire le texte. Non, j'écris le texte en premier et ensuite je fais le dessin. Et c'est pour ça que je m'arrange, il faut que le texte soit le plus concis possible, c'est-à-dire le plus précis. Il faut éviter de raconter des choses, de mettre des tartines trop lourdes aussi. Si, par exemple, dans mon action, par exemple, on peut voir des choses, c'est inutile de l'écrire dans la bulle, par exemple. Si un personnage reçoit une pomme sur la tête, il ne va pas dire « Ah, tiens, il y a une pomme qui m'est tombée sur la tête ». Non, il va dire simplement « Aïe ». C'est tout. Donc, il faut apprendre à être très, très, très précis. Et ce qu'on dit dans la bulle, ça doit être drôle, spirituel. Il faut que ça... Et ça me prend du temps. Ça, en général, ça me prend beaucoup de temps pour trouver la meilleure phrase, la meilleure bulle aussi. Il faut que ce soit dans un langage qui soit clair aussi. Tu ne peux pas nécessairement écrire comme tu parles. Il faut que ce soit un langage qui soit facile à décoder. Facile à comprendre, à lire aussi. Tu ne peux pas arriver avec des T, avec des genres comme... il faut que tu aies des phrases qui soient quand même assez précises. C'est sûr que des personnages dans la vraie vie ne parleraient pas comme ça, mais dans une bande dessinée, il faut que ce soit le plus précis possible pour justement ne pas avoir c'est comme dans un film, on ne voit pas les personnages bafouiller. C'est très, très... Le dialogue est très bien pensé. Voilà. On a beaucoup de monde qui demande pourquoi tu as choisi une grenouille pour Beppo. Eh bien, il y a un livre qui s'appelait, j'ai montré tout à l'heure le livre Le Petit Débrouillard, mais il y a eu d'autres livres qui ont suivi, d'autres livres d'expérience. Et il y avait un livre qui s'appelait Jardiner avec le professeur scientifique. Et ce livre-là
donc, je dessinais les personnages des débrouillards qui s'occupaient d'un potager, qui faisaient du compost. Et puis, j'avais beaucoup de plantes à dessiner. Alors, des plantes potagères, il y avait des tomates, il y avait des piments, des poivrons, des, des, euh, des courgettes, des choses comme ça. Donc, il fallait que je dessine avec précision la plante. Mais là, je ne pouvais pas dessiner un personnage humain à côté de ça à chaque fois. Ça aurait été trop gros. Donc, j'ai dit, ça me prend un personnage assez simple, assez petit, qu'on retrouve dans un jardin. Une tortue, peut-être, un ver de terre, un crapaud, une grenouille. Voilà. Et donc, Beppo est apparu dans ce livre qui s'appelle Jardiner avec le professeur scientifique. Ce n'est pas une bande dessinée, c'était un livre scientifique sur le jardinage, sur la botanique. Et c'était censé disparaître après. Beppo, on ne le voyait plus après. Et il a tellement eu de succès que finalement, je l'ai intégré au magazine des débrouillards et il est devenu la mascotte des débrouillards. OK, donc il est 3h05. Veux-tu qu'on commence la période de questions pour de vrai? J'en ai plusieurs qui ont accumulé. Oui, oui, allons-y. OK, donc on a une question de Marie qui dit dans combien de pays es-tu allé? Bonne question. J'ai été l'année dernière à cette époque-ci, j'étais au Japon, au printemps justement, durant la saison des cerisiers en fleurs. J'ai été invité au Japon et en Corée pour parler de mon travail, entre autres d'un livre qui s'appelle L'Arbre à gants, qui a été traduit en coréen, et puis Azada aussi. C'est un autre livre. Ça, c'est un autre monde. Peut-être que je pourrais vous parler de ça à un moment donné. C'est un autre monde que de la bande dessinée. On est dans un univers ce sont des histoires, mais ce n'est pas des histoires à suivre, c'est des histoires complètes avec des personnages qui n'ont rien à voir avec les débrouillards ni avec Beppo. Donc, c'est un autre Jacques Goldstein, c'est un autre chapeau que je porte. Et donc, j'étais invité au Japon et en Corée pour parler de ces livres-là, puis de mon travail en général. Donc, j'ai été dans des librairies, j'ai été dans des centres culturels, dans des bibliothèques. C'était des voyages formidables. Pour mon travail aussi, j'ai été en France, au Salon du Livre, j'ai été en Suisse aussi. J'ai dû faire peut-être une vingtaine de pays, peut-être, en tout. Et, Parlant de l'arbre à grands, on a plusieurs classes qui nous disent qu'ils l'ont lu un matin avant de faire oui. venir te voir aujourd'hui. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Ah, ben c'est gentil. C'était, si je me rappelle bien, non, c'est pas le premier livre que j'ai fait avec la pastèque. Le premier livre que j'ai fait avec la pastèque, et d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je fais des livres comme ça. Ça doit faire à peu près 5 ans seulement. Donc, j'ai travaillé pendant des années au débrouillard. J'ai travaillé pour des musées, j'ai travaillé pour des magazines, tout ça. Et j'accumulais ces histoires dans mes petits cahiers que je vous ai montrés, et puis des histoires que je racontais à mes enfants quand j'étais petit. Et à un moment donné, ben, je me suis mis à, à les mettre en livre, mais ça fait peut-être 5 ans, 5, 6 ans au gros maximum que je fais ce genre de livre-là. Et je me régale. C'est un univers qui est complètement différent. Alors ça s'appelle, cette histoire-là, ça s'appelle Le Petit. Et là, il y a quelque chose qui est écrit. J'ai pas le droit de dire ce mot-là. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'était cette histoire-là. C'est très drôle, cette histoire d'un petit garçon qui veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Et donc, c'est un petit garçon qui, je ne peux pas vous raconter l'histoire, son père se donne un coup sur le doigt et il dit, non, il ne dit pas ça, il dit aïe aïe. Mais après ça, il lâche un tout petit, parce qu'il est tellement mal, il lâche un petit. Et donc, le petit garçon demande qu'est-ce que ça signifie. Et le papa, il est en colère parce que ce n'est pas le moment de poser cette question-là. Et donc, le livre raconte la quête du petit garçon. Il va partir, il va aller demander à ses amis, il va aller demander à tout le monde, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? D'où ça vient? Alors, il y en a un qui va dire, ben, je pense que c'est le nom d'une maladie mortelle, il ne faut pas prononcer ce mot-là. Et il y en a un autre qui va dire, ah non, moi je pense que c'est plutôt le nom d'un dictateur très, très cruel qui tyrannisait son peuple. Ça. Et donc, à un moment donné, il va découvrir c'est quoi ce mot-là ici. Et donc, j'ai oublié où est-ce que je voulais en venir. Voilà. On en a plusieurs qui veulent savoir, premièrement, si tu étais aussi bien en dessin quand tu étais enfant, puis depuis combien de temps que tu fais des BD? J'étais très bon en dessin quand j'étais petit à l'école, donc j'avais beaucoup d'amis parce qu'ils me demandaient de dessiner souvent
des motos, des choppers, des avions en réaction, des choses comme ça. Donc, j'étais quand même très populaire auprès de mes amis. Et puis, c'est mon père qui m'a montré à dessiner. On avait un tableau noir dans la cuisine et puis il me montrait des rudiments de perspective, tout ça. Et puis ça, je l'avais. Ça, j'étais capable de dessiner des lettres, des chiffres en perspective, avec des cubes, des choses comme ça. J'étais très bon. Donc, j'ai toujours été très bon dans ce domaine-là et j'ai voulu en faire une carrière quand j'étais petit. Et un jour, j'étais à l'école et puis le directeur d'école posait la question à tout le monde en classe, qu'est-ce que tu veux devenir toi plus tard? Alors, mon copain Sylvain Robidoux, il avait dit, moi, je veux devenir pompier, mettons. Mon autre copain a dit, moi, je veux devenir joueur de hockey, très bien. Toi? Et moi, il m'a demandé, moi, j'ai dit, moi, je veux devenir dessinateur. Ah, il m'a dit, dessinateur technique, c'est très, très bien. J'ai dit, non, non, je veux faire du dessin, euh, de la bande dessinée, du dessin, des livres. Et il m'a dit une chose dont je me suis toujours rappelé. Il m'a dit, tu ne mettras pas beaucoup de beurre sur ton pain. Et ça, c'est une expression qui veut dire que tu vas être pauvre. Et moi, je ne voulais pas être pauvre. Et donc, j'ai dit, vite, 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 il faut que je trouve un autre métier. Et donc, j'ai dit, bon, je suis bon en sciences. Donc, j'ai été dans ce domaine-là. Et donc, j'ai étudié en géologie. J'ai travaillé en géologie du pétrole. J'ai travaillé pour une mine d'or en Abitibi. J'ai travaillé en cartographie. Et un jour, comme j'expliquais, un de mes amis qui s'est souvenu que j'étais bon en dessin et il m'a contacté. Et donc, j'ai abandonné mon métier de géologue pour revenir à mes premiers amours, le dessin. Et donc, je dessine tout le temps, sans arrêt, même en vacances. Je peux pas concevoir de ne pas dessiner. C'est vraiment, je suis installé à une terrasse de café ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas capable d'accrocher mon crayon. Pas nécessairement pour faire un travail, pas nécessairement pour produire une œuvre ou quelque chose comme ça, mais c'est simplement pour dessiner. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un nouveau livre? Bonne question. Oui, je suis en train de travailler sur un nouveau livre qui s'appelle, mon dernier livre, celui qui est paru, c'est celui-là, Les étoiles, d'accord, qui parle d'astronomie et qui parle d'une histoire d'amitié, une histoire d'amour entre deux enfants ici, comme ça, qui ont une passion commune, c'est les planètes, l'univers. Et donc, le prochain livre, ça va s'appeler, je pense que ça va s'appeler Le tricot. Et ça parle de tricot. Donc, ça raconte l'histoire d'une petite fille et d'une grand-mère qui est une tricoteuse extraordinaire, fabuleuse, et qui raconte un peu sa vie par le tricot à sa petite fille. Et voilà. Ben, en fait, je serais supposé d'être en train de travailler là-dessus en ce moment. Donc, ça devrait sortir peut-être. Avec nous. Oui, ça devrait sortir au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a une amie qui dit qu'elle a de la misère à dessiner les mains. Est-ce que vous avez un truc? Un truc pour dessiner? Les mains. Ah, pour dessiner les mains? Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, tiens, je vais. Est-ce que j'ai. Bon, je vais dessiner les mains. J'avais un cahier de dessin, justement, où je montrais comment dessiner des mains. C'est-à-dire que quand j'étais allé au Japon, j'avais ce cahier de dessin avec moi et j'avais assisté à un spectacle de jazz par des Japonais. C'était un ami à moi qui m'avait emmené voir un spectacle. C'était sa sœur qui chantait. Et j'avais été fasciné par les gens qui jouaient de la contrebasse, le joueur de contrebasse. Et vous voyez les mains, comment elles sont placées, comment c'est spécial. On a le poignet qui est tordu, tout ça. Ah, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est de la pratique. C'est de la pratique. C'est de photographier ce genre de choses-là. Quand je dis de photographier, de se baser à partir des photographies. Et là, de dessiner. Voilà. C'est sûr que la première fois, quand on dessine, c'est pas facile, mais à un moment donné, on finit par avoir la twist. C'est un peu comme faire une omelette, hein? C'est pas évident, des fois ça va coller, etc. Mais c'est de la pratique, il faut en faire souvent. C'est suivre une recette de cuisine. Et puis, et c'est drôle parce que maintenant, je l'ai dans le cerveau quand je vois une main, par exemple, quelqu'un qui va vaporiser quelque chose, par exemple. Alors, je vois très bien comment les doigts sont placés. Quelqu'un qui écrit, par exemple. Je vois très bien dans ma tête comment c'est. Et après ça, c'est le prolongement. J'arrive à dessiner ça. Et c'est vraiment de la pratique. Ça me fascine autant que les gens qui jouent les musiciens. Je ne suis pas bon du tout en musique, mais vraiment pas du tout.
J'ai des amis dessinateurs qui sont très bons en musique, qui jouent de la guitare, tout ça. Moi, je n'ai aucun talent pour ça, je les envie beaucoup. Mais je me demande toujours, mais comment ils font pour retenir un morceau à l'autre? Mais c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut, quand on est bon en dessin, eh bien, il faut persévérer et puis il faut dessiner tous les jours, comme faire des gammes. Il ne faut pas faire des dessins et puis les laisser dans le coin comme ça pendant une semaine. Il faut revenir, il faut pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, ben tiens, c'est ce cahier-là, voilà. Justement, je voulais montrer. On parlait de main. Alors, les dessins que j'ai faits quand j'étais... Ah oui, voilà. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est des dessins que j'ai faits au Japon. Voilà. Et ça, c'est la chanteuse qui est la sœur de mon ami Rio, qui nous avait invités. C'était très, très, très chouette. Des personnages que j'ai dessinés dans le métro à Tokyo, par exemple, comme ceci. J'aime bien dessiner ça. Puis quand on rentre dans le métro à Tokyo, c'est très drôle parce qu'il y a des étampes et puis on peut étamper notre cahier, par exemple. Et c'est pas pour avoir le droit de rentrer dans la station de métro, c'est juste un plaisir. Les Japonais, ils aiment les étampes et donc il y a des étampes comme ça qui sont disponibles, comme ceci. Alors ça, c'est encore mon cahier de voyage. On est allé dans un restaurant, puis je trouvais ça très drôle parce que j'observais, toujours l'observation, j'observais les gens qui étaient alentour, autour de la table, comme ça, en train de discuter. Et il y avait le patron qui était là, puis il y avait des employés subalternes. Et puis là, tout le monde l'écoutait avec respect, comme si c'était un noble. C'était très drôle. Oups! Tiens, un morceau de fleurs que j'ai ramené. Ça s'appelle de la Vesse Jarjo. Et bien, on en trouve au Japon aussi. Et ça, c'est un Japonais que j'ai dessiné. On aurait dit un personnage sorti du Moyen-Âge avec son balai, la façon dont il est habillé, avec ces espèces de souliers là, qui sont très bizarres. On dirait des espèces de gougounes en tissu. C'est assez hallucinant. Et donc, je l'ai dessiné. Et ici, on peut voir ici qu'il y a un insecte japonais. Ici, une espèce de petit puceron ici qui s'est enfermé dans mon livre. Donc, voilà, paysage du Japon, tout ça. Donc, c'est un cahier, c'est un très bon exemple. On n'a pas à être stressé. On dessine, et c'est comme faire ses gammes, exactement. Et c'est intéressant parce que quand je suis en voyage, je peux prendre des centaines de photos. Puis finalement, mais je ne les regarde pas vraiment, mes photos. De temps en temps, peut-être, ça peut arriver, je vais avoir besoin d'une photo, mais c'est rare que tandis que mon cahier, je vais le regarder assez souvent. Et puis, en notant des choses, ça va me remémorer des événements ou des impressions, des sensations que j'ai eues. Donc, le cahier, ça demande un effort de ce côté-là. Il nous reste juste 2 minutes, donc je vais poser quelques questions rapides avant qu'on va faire finir ça tristement, parce que je vois que tout le monde a beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de questions à propos de tes rayures d'efface. Combien de pots que tu as, puis depuis combien de temps que tu les collectionnes? Ben, ça doit faire à peu près, je pense que mon premier pot, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Alors, je les mets sur une tablette chez nous. Voilà, c'est ça. Et puis, d'ailleurs, il y a Van l'inventeur qui avait inventé une invention à un moment donné pour récupérer les effacures comme ça, parce que il y avait un travail qui avait été écrit puis qui avait été effacé. Ah, terrible. C'était un poème que Nadia avait écrit. Et donc, elle était très en colère. Et on a récupéré les effacures, on a mis ça comme dans une espèce de machine à vanne. Et là, les mots pouvaient sortir à nouveau. Mais les mots sortaient, mais tout mélangés, hein, parce que les effacures sont toutes mélangées aussi. Voilà, c'est ça. Et quelques questions techniques. On veut savoir si tu utilises une règle, puis c'est quoi la marque de tes plumes techniques? Ah, les plumes techniques, c'est des marques Staedtler, comme ceci. Ça vaut autour de, je sais pas, autour de 4 $ peut-être la plume. Alors, on voit, ça c'est un 0,1, ça c'est un 0,3. 0,1, 0,3, 0,5, 0,7. On a besoin de 4 plumes en général. Crayon de bois, c'est tout. Une règle très, très ordinaire. Donc, avec ça, on est en voiture. Et juste pour montrer,
quand je travaillais quand j'ai fait, par exemple, l'Arbre à gants, ça peut sembler très compliqué de faire un livre, ça peut être très impressionnant. Eh bien, j'ai fait tout le livre avec des crayons de bois. Alors, des crayons de bois comme ceci, tout simplement, très ordinaires. Et on peut voir ce que ça donne. J'ai 2 exemplaires ici que j'ai apportés. Alors, ça, c'est le format sur lequel je travaille pour mes livres, par exemple. Alors, on a mon petit personnage qui n'a pas de nom. L'arbre, il a un nom, il s'appelle Berthold, et le petit garçon, il n'a pas de nom. Ça, c'est assez étrange. Et d'ailleurs, il porte sur la tête une espèce de petit chapeau qui ressemble un peu à un petit chapeau de gland. Mais ce petit chapeau-là, ça s'appelle une cupule, C-U-P-U-L-E, une cupule. Et j'ai appris ça en dessinant le livre de l'Arbre à gants. C'est des amis à moi au Jardin botanique qui me l'ont appris. Et pourquoi je vous montre ce dessin-là, c'est que tout est fait avec ces plumes à l'encre pour le dessin et pour la couleur, eh bien, tout est fait avec du crayon de bois. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel très, très, très sophistiqué pour réaliser un livre. Ce dessin-là, par contre, il a été fait à l'aquarelle. C'est le seul dessin dans toute l'histoire de l'Arbre à gants, si vous regardez comme il faut, c'est le seul dessin qui est fait à l'aquarelle. Parce que c'est une scène de tempête, il y a un vent incroyable avec cornet des vœux, et on a mon petit personnage qui est complètement en haut de l'arbre, ici, comme ça. Et c'était trop difficile pour moi. Le rendu était bien meilleur avec l'aquarelle. Donc, pour ma dernière question, je l'aime bien parce que je suis curieuse moi aussi. Est-ce que vous serez intéressé de faire des animations avec vos bandes dessinées? De faire des animations? Des dessins animés? Oui, c'est drôle parce qu'il y a un projet qui est sur les rails en ce moment, mais c'est pas sûr que ça va voir le jour parce que ça demande énormément d'énergie, énormément de fonds. Et c'est avec mon livre Jules et Jim. Et c'est très drôle parce que c'est un producteur de dessins animés qui m'a proposé de réaliser un petit film comme ça. Et moi, je pensais que c'était un petit film très ordinaire, avec de l'animation, vraiment des personnages qui bougeraient à peine le bras comme ça. Des fois, on voit des animations qui ne sont pas très élaborées. J'aurais été très content d'avoir une œuvre comme ça pour l'écran. Et non, ils veulent faire quelque chose de plus élaboré, d'avoir un dessin animé vraiment plus fluide. Et ça va peut-être se réaliser, mais le plus difficile, c'est d'aller chercher des fonds. Et des fois, ce n'est pas toujours évident. J'espère que ça va se réaliser. Mais disons que j'ai beaucoup plus de plaisir à faire les livres, à dessiner, à écrire et à dessiner parce que je suis le maître de l'œuvre au complet. C'est un peu comme, je n'ai pas besoin d'avoir une équipe complète de dessinateurs, de preneurs de sons, de musiciens, etc. Tout ça, je peux faire ce que je veux. C'est comme si j'avais mon propre studio DreamWorks tout seul dans mon atelier à créer ce que j'ai envie de créer. Si je veux faire une aventure qui se passe sur la planète Mars ou au Moyen Âge, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver qui me dit « Ouais, mais on n'a pas assez d'argent pour les décors, pour ci ou pour ça. » Voilà, c'est pour ça que je fais ces histoires-là. Donc, on va devoir quitter malheureusement parce que quelqu'un d'autre veut prendre la chaîne Zoom. Donc, est-ce que tu veux dire au revoir à tout le monde? Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup aimé tes bandes dessinées et ils veulent que je te le dise. Oui, ben c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil à vous. Quand je fais mes bandes dessinées, c'est vraiment un bonheur pour moi. J'entre dans une espèce de bulle, de monde. Puis ça m'étonne toujours quand je vais au Salon du Livre, quand je rencontre des lecteurs, de gens qui apprécient mon travail. C'est un peu comme si j'étais surpris. C'est comme s'il y avait eu des gens qui étaient derrière mon épaule et puis qui me disaient, qui m'avaient regardé en train de dessiner. Alors, j'ai l'impression qu'ils rentrent un petit peu dans ma bulle, dans mon univers. Et je suis toujours flatté. Puis, ben, c'est ça. J'ai toujours du plaisir à rencontrer les gens, soit au Salon du Livre ou dans des classes quand je vais les visiter. Merci beaucoup. Peut-être qu'il faudrait qu'on refasse ça. Il y avait tellement de questions. C'était vraiment intéressant et je vois beaucoup de merci aussi. Donc, Oui, c'est gentil. Peut-être la prochaine fois, ça pourrait être plus sur la façon dont je réalise les livres comme L'Arbre à gants ou comme Le prisonnier sans frontières ou des livres comme ça. Oui, absolument. C'est une autre technique un peu. C'est un autre monde dans lequel j'évolue,
n'a pas rapport avec le monde des sciences. C'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, la technique est différente et puis le but visé est différent. Et puis, il y a moins de... Parfois, il y a moins de contraintes. J'ai moins de règles à respecter dans un certain moment. Je peux m'évader encore plus. Mais merci beaucoup. Peut-être qu'on pourra faire ça bientôt. Merci. Je vais aller manger mon chocolat. Je l'ai mérité, hein? Oui, vraiment. Hey, c'est plate, vous pouvez pas, on ne peut pas partager sur Internet? Non, on ne peut pas? Non? De toute façon, 95 % c'est trop là, pour vous. Allez, bye bye. Bye.